Donc bonjour à tous et merci de vous connecter, de prendre le temps, voilà, sur la plage du Midi pour assister à cette conférence. Donc effectivement, on va voir, comment construire une solution PaaS, alors certes minimaliste, grâce à Waypoint et GitHub. Donc quand on regarde ce titre, tout simplement, effectivement, il y a plusieurs mots-clés, hein, qui apparaissent. Il y a PaaS, on va en parler justement, il y a Waypoint et il y a GitHub. Donc je m'appelle Cédric Derue, donc ici vous avez, donc tous mes liens sur les réseaux sociaux. Je suis architecte solution chez Capgemini Engineering, donc c'est vraiment la partie, ingénierie, de Cap. Donc on est ex-Altran, on a été, racheté, maintenant il y a quelques années, je sais plus exactement, il y a 4 ans, je sais plus exactement. Et aujourd'hui, donc voilà, je vais vous parler un petit peu, de ce que je fais avec Waypoint, notamment, à travers une problématique, hein, que je rencontre, dans mes projets. Donc le travail qui est fait là, donc c'est inspiré de cas concrets. Donc au niveau de l'agenda, donc on va rappeler ce que c'est le PaaS et pourquoi on l'utilise. Je vais vous parler de mon cas concret justement qui est de comment déployer des applications, sur Kubernetes justement, mais en ayant une approche PaaS, hein, donc c'est vraiment ce qui est vraiment à l'origine de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Juste après ça, j'en profiterai pour introduire Waypoint. Alors je dis bien introduire, je ne vais pas vous expliquer dans les grandes largeurs ce que c'est parce que j'ai déjà fait pendant le premier webinaire avec Comet, donc si jamais voilà, il faut compléter, je vous invite à aller regarder, les vidéos qui ont été mis, en ligne par Louis, ou tout simplement de consulter la doc du produit, donc il y aura les liens qui seront donnés à la fin. On parlera aussi de Waypoint Server qui est une composante importante justement quand on travaille avec Waypoint et puis on verra justement comment combiner Waypoint et GitHub Action, hein, c'est pour justement, procurer une expérience PaaS. Donc on le fera à travers une démo, hein, pour que vous compreniez bien, ce qu'il en est et puis je vous expliquerai voilà dans ma démarche, hein, où j'en suis, quelles sont les prochaines étapes, juste avant de conclure. Alors le PaaS, qu'est-ce que c'est? Alors si on prend une définition ici que j'ai dû tirer je crois de chez Google, donc PaaS, ça veut dire c'est un acronyme qui veut dire Platform as a Service, donc je pense que certains d'entre vous le savent déjà ou en tout cas, peut-être tout le monde. Donc c'est en fait un modèle de service de cloud computing, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent aujourd'hui, hein, quand on travaille avec, les cloud providers, type, Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure et les autres, on a forcément, rencontré dans ses projets, dans son boulot, des services de type PaaS. Donc l'objectif du service PaaS, en fait, c'est de pouvoir justement, se concentrer sur le développement, et la publication d'applications, hein, sans avoir en fait à, se soucier finalement de l'infrastructure sous-jacente, de comment la mettre à jour, comment l'installer, tout ça. Donc c'est pas, votre rôle dans tout ça quand on fait du PaaS. Vous vous concentrez sur le développement de l'application et vous la publiez vers le PaaS. Alors quand on regarde justement un petit peu l'histoire du PaaS, tiens ici j'aurais dû vous cacher un petit peu les logos. C'est vrai que quand on dit le PaaS, ça vous évoque quoi? Les gens effectivement, on vient de le dire, vont vous dire: «Ah oui, AWS, les services PaaS, Google Cloud et services PaaS, Microsoft Azure et les services PaaS». Voilà donc ça c'est tout de suite ce qui vient, probablement à l'esprit des gens. Sauf que le PaaS, il y a eu d'autres choses avant ça, il y a eu d'autres plateformes, il y a eu Heroku, qui est une plateforme que j'ai eu l'occasion aussi de manipuler dans des projets. Donc ça, c'était quand même un petit peu avant et puis on pense que d'ailleurs c'est l'origine, hein, Heroku de ce qu'on appelle le PaaS aujourd'hui, mais en fait non. C'est peut-être là que vous allez apprendre quelque chose. En fait, on va dire les premiers à avoir, insufflé donc cette idée du PaaS, donc de plateforme as a service, c'est Canon et ouais, c'est le fabricant d'appareils photo qui en fait avait à l'époque racheté une société, basée à Londres qui s'appelait Photango Photango, c'était en fait une plateforme web pour le partage de photos en ligne. Et puis, bah, dans cette société, il y avait des gens, notamment un directeur, qui pensaient que, eh bien, on pouvait justement, pour faciliter le travail des développeurs, proposer un certain nombre de primitives, un certain nombre de composants justement, prêts, à l'utilisation, donc justement qui font abstraction de l'infrastructure et qui permettent aux développeurs rapidement comme ça de pouvoir, développer des applications. C'est ce qu'a fait AWS aussi, hein, à l'époque, hein, un peu plus tard, je veux dire. C'est qu'en interne, AWS a commencé à fabriquer les premiers composants, les premières primitives justement qu'on donnait ensuite le PaaS pour que les développeurs, puissent un peu shunter, court-circuiter toutes les étapes préalables d'installation, d'infrastructure et tout ça. Ils ont voulu donc simplifier au maximum tout ça. Heu, donc Canon, voilà, c'est vraiment le précurseur. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a oublié tout ça? C'est qu'en fait, quand ils ont eu cette idée du PaaS,
Je pense qu'ils étaient beaucoup trop en avance à l'époque et Canon a dit justement, au directeur, donc monsieur Wardley à l'époque, a dit: «Bon, allez, arrête tes âneries, c'est bon, on va pas passer du temps là-dessus donc voilà, on va faire autre chose» et c'est pour ça que finalement ça a pas été, comment dire, aussi loin que ça aurait pu aller si jamais ça avait continué et que c'est d'autres acteurs donc qui ont pris, le devant de la scène donc quelques années plus tard. Voilà pour l'historique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du PaaS? Et on vient de le dire, donc c'est vraiment une manière de se concentrer sur, le développement d'applications et la publication sur une plateforme de type cloud, par exemple. Ça va avoir quoi comme bénéfice immédiat? Bah, ça va être d'augmenter la productivité des développeurs puisqu'on a vraiment, encore une fois, qu'à se concentrer sur, le développement. Ça va améliorer l'expérience puisqu'on va avoir tout un tas d'outils justement, qui vont aussi faciliter l'usage, de ce service PaaS. Et puis on va avoir un meilleur time to market. C'est-à-dire que grâce à justement à ces services de type PaaS, on va pouvoir être capable de déployer beaucoup plus vite que lorsqu'il faut justement gérer tout, donc l'infrastructure, le déploiement, le code de l'application et cetera. Donc voilà, donc c'est trois vertus du PaaS indiquées ici. Alors on pourrait en trouver d'autres bien évidemment. On va dire globalement ce qu'il faut retenir, c'est ça. Alors mon use case, mon cas d'usage comme je vous disais, c'est que, à côté donc de ces plateformes de type PaaS, hein, qu'on voit un peu partout, donc par exemple sur Azure, ça va être Azure App Service, dans Amazon, on va avoir, par exemple du stockage S3, donc tout ça, c'est vraiment du PaaS, c'est-à-dire qu'on consomme un service, que ça soit pour du compute ou de la donnée, sans avoir derrière à se soucier de l'infrastructure, sous-jacente et de comment, la maintenir. En parallèle de ça, vous le savez, depuis quelques années, on assiste à une apogée donc de Kubernetes, donc ce produit donc issu, on va dire des laboratoires de Google. Kubernetes fait aujourd'hui, l'objet d'une adoption unanime, auprès des entreprises, qu'elles soient grandes ou même un peu plus petites. Donc ça devient quasiment un standard pour déployer des applications parce que, à côté de ça, il y a eu tout aussi comment dire? Toute une tout un comment dire? Tout un tas de chantiers autour de la modernisation des applications. Donc, les gens ont cassé leurs monolithes, ils ont fait des microservices et ils ont fait, donc de la containerisation autour de ces services et il leur fallait du coup un outil approprié pour justement déployer rapidement ces services, pouvoir les orchestrer et cetera et cetera. Donc du coup, Kubernetes s'est imposé de facto comme étant la solution en entreprise pour, heu, tous les nouveaux développements qu'on dit, cloud native. Donc voilà. Alors sauf que, quand on dit ça, bah, ouais, on se rend compte que finalement, OK, c'est super Kubernetes, sauf qu'une fois qu'on a, notre application containerisée, donc on a fabriqué une image Docker, elle est disponible dans un registre pour pouvoir le déployer, bah oui, bah, ça s'arrête pas là. C'est qu'en fait, effectivement, pour pouvoir atteindre Kubernetes, va falloir écrire plein de manifestes, hein, pour ceux qui connaissent, donc des manifestes pour le déploiement, des manifestes pour exposer des services, peut-être des manifestes pour faire d'autres choses, hein, pour, par exemple, décrire, des règles de gouvernance et cetera et puis, un peu de packaging Helm aussi autour de tout ça qui fait pas de mal pour pouvoir justement rassembler tous ces manifestes et faire quelque chose, de packagé, déployable. Donc vous voyez qu'en fait, entre le moment où on a, développé l'application, créé l'image et le moment où ça va être donc mis à disposition, sur un cluster Kubernetes, il y aura encore plein de choses à écrire. Alors au début, si je dois parler de mon cas personnel, ouais, c'était super excitant de se dire: «Ouais, super, j'écris des manifestes Kubernetes», voilà, donc ouais, on avait soif d'apprendre, donc je trouvais ça stimulant. Et puis avec le temps, on se dit: «Ouais, mais là, il y a un truc qui va pas». On est un peu en train de nous, développeurs ou architectes, on est en train de passer un peu du côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'on se détourne de quelque chose. De quelque chose, c'est la question suivante. C'est en fait, dites-vous, la valeur, elle est où? Est-ce que la valeur, elle est dans l'application? Est-ce qu'elle est dans le déploiement? C'est-à-dire, par exemple, tous ces manifestes que je dois écrire avant de pouvoir déployer une application, sur, une infra, donc en l'occurrence sur Kubernetes ici? Ou est-ce que la valeur justement c'est l'infra? Bah non, la réponse elle est évidente. La valeur elle est pas dans l'infrastructure et dans le déploiement. La valeur elle est dans l'application. C'est l'application qui porte les fonctionnalités, qui crée de la valeur pour votre client. C'est pas autre chose. Tout le reste autour, c'est de la plomberie, c'est, du support, c'est voilà, c'est du hosting, ce que vous voulez, mais c'est pas de la valeur. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est là que Waypoint intervient. En fait, Waypoint, c'est véritablement donc, un outil précieux donc qui est, comment dire?
produit et maintenu par la société HashiCorp. Et c'est véritablement un outil qui va vous permettre, en fait, vous développeurs, de vous abstraire justement de tout ce qui est déploiement et infrastructure sous-jacent. Donc, c'est un peu le chaînon manquant entre, OK, j'écris mon code, mon application et je la publie quelque part. En fait, Waypoint, grâce à un seul fichier, nommé waypoint.hcl, va décrire justement toutes les étapes pour passer du code à la production. Et grâce à une commande très simple qui s'appelle waypoint up. On y regarde tout à l'heure. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment important de se dire, on a enfin un outil à disposition qui permet en fait vraiment de s'abstraire complètement de l'infrastructure et de la manière dont on déploie sur cette infrastructure. Alors je dis infrastructure là au sens large parce qu'ici on parle d'un cas d'usage pour Kubernetes, mais Waypoint peut en fait faire abstraction sur plein d'autres infrastructures. Ça peut être du Kubernetes, ça peut être du Nomad, ça peut être de la machine virtuelle, ça peut être des services, par exemple, je sais pas, dans le cloud Azure, dans le cloud AWS, donc vraiment complètement abstrait de tout ça. Le fichier waypoint.hcl, en voilà un exemple, ça c'est celui que j'avais donné lors de la dernière conférence avec Comet. Donc par exemple, on va retrouver donc un certain nombre ici d'informations. Alors les variables qui sont là au début, c'est simplement voilà, pour jouer sur des paramètres. Ce qui va être important ici, c'est le bloc qui commence à la ligne 16, donc où on voit app. Donc là, c'est le nom de mon application, dans mon projet. Et puis ici, vous voyez, il y a 3 blocs, build, deploy et release. Donc en fait, un pipeline, un workflow Waypoint, c'est ça, c'est build, deploy, release. Donc dans le build, je vais spécifier de quelle manière je vais builder mon application. Donc là, dans cet exemple-là, on va utiliser Docker, mais on pourrait utiliser d'autres builders. Il y en a plein qui sont disponibles pour Waypoint. Donc ça, je vous renvoie à la doc si ça vous intéresse. Ici, on va prendre Docker, c'est-à-dire que simplement, Waypoint va chercher un Dockerfile dans votre code pour pouvoir construire comment dire, l'image, et vous allez lui indiquer la registre sur laquelle, par exemple, il va pouvoir publier, il va pouvoir pousser cette image une fois qu'elle va être construite. Ensuite, dans la phase de deploy, là aussi, on va pouvoir utiliser tout un tas comment dire, de types de stacks sous-jacents. Donc là, on peut dire pour le deploy, tu vas utiliser Kubernetes, mais on aurait très bien pu utiliser Docker ou d'autres choses pour pouvoir déployer. Là, on utilise Kubernetes, puis on veut dire, voilà, par exemple, ici, tu vas déployer un pod en précisant, par exemple, les conteneurs de ce pod et les ports et le numéro du port exposé. Voilà. Alors, le deploy, il faut savoir que simplement, ça, comment dire, ça déploie, donc comme son nom l'indique, par exemple ici, un pod sur Kubernetes. Mais le pod n'est pas accessible encore publiquement, n'est pas exposé publiquement. Dans la phase de release, la dernière phase, où là, effectivement, on va dire, voilà, tu m'exposes, par exemple, ce pod comme un service qui écoute sur le port 5000, voilà, à travers un load balancer. Donc là, le release, c'est vraiment, je publie mon service. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, on voit que ça permet facilement aussi d'implémenter des patterns de continuous delivery, par exemple, du blue-green deployment ici. Donc, je déploie une version, mais par exemple, je ne l'expose pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y a que au moment du release que ma nouvelle version va vraiment être exposée. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je peux avoir 2 versions, une V1, une V2. Il n'y en a qu'une, la V1, qui est exposée. À partir du moment où je vais faire le release de la V2, là, cette fois-ci, elle sera exposée. Donc, c'est vraiment ça la différence entre le deploy et le release. Le deploy, c'est ma charge de travail, elle est présente sur mon infrastructure, elle est déployée, mais elle n'est pas encore disponible à l'accès public. Enfin, je sais pas si j'ai été clair. Alors pourquoi il y a Waypoint pour résumer? Donc, je vous l'ai dit, donc abstraire vraiment l'infrastructure, les composants d'infrastructure, que ce soit Kubernetes ou autre chose. Ça marche avec, encore une fois, plein de types de stacks. C'est bien sûr, comme on l'a dit avec le pass, c'est d'améliorer l'expérience développeur. C'est qu'on n'est plus justement à écrire plein de trucs là pour pouvoir justement déployer sur tel ou tel stack. Parce que vous imaginez, si vous déployez sur Kubernetes, il faut apprendre à faire des manifestes. Si vous déployez sur d'autres stacks, il va falloir apprendre aussi à créer des fichiers de déploiement. Donc, au bout d'un moment, tellement les stacks sont hétérogènes que ça vous ferait beaucoup de choses à apprendre. Donc là, en fait, avec Waypoint, on va avoir un seul standard, c'est ce fichier waypoint.hcl qui va permettre, en fait, avec le même langage, donc c'est le HashiCorp Configuration Language, avec le même langage, on va pouvoir finalement décrire le déploiement et le build, le déploiement et le releasing de tout un tas
comment dire, d'applications, qu'elles soient faites en Python, en Node.js, en Java, en ce que vous voulez, et on va pouvoir adresser ça à tout un tas de stacks différentes aussi au niveau infrastructure. On va pouvoir aussi donc réduire le time to market, puisqu'on va aller beaucoup plus vite justement avec ce genre d'outils. Et puis aussi, chose qu'on verra pas aujourd'hui, on verra peut-être un autre jour, Waypoint aussi va faciliter la gestion du cycle de vie des applications, puisqu'en fait, Waypoint est capable de gérer du versionning au niveau de vos applications. Voilà, donc vous retrouvez tout un tas de commandes assez usuelles sur Waypoint. Donc il y a les commandes d'installation, la commande init qui est fondamentale, ça commence toujours par là. Waypoint build, donc vous ne faites qu'une partie du workflow, donc c'est le build. Le waypoint deploy, je me suis trompé, pardon, c'est pas release, qui permet en fait de faire juste la phase build et deploy. Le waypoint release qui permet d'aller vraiment sur un workflow complet, de faire le build, le deploy et le release. Waypoint up finalement qui fait tout ça, hein. Et puis waypoint logs, exec et destroy, ça c'est d'autres commandes. Alors le log, c'est pour évidemment avoir accès aux logs qui sont générés par vos applications. L'exec permet de lancer une commande justement sur une charge de travail, comment dire, déployée avec Waypoint. Et Waypoint Destroy permet en fait comment dire, de détruire toutes les ressources déployées avec Waypoint. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire tout ça à partir d'une seule ligne de commande. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et puis il y a d'autres commandes, bien évidemment. Alors, une composante importante de Waypoint, c'est le serveur. En fait, Waypoint, donc la ligne de commande Waypoint, fonctionne avec un serveur. Donc le serveur, vous pouvez l'installer localement, vous, pour des tests chez vous, il n'y a pas de souci, c'est possible. Et puis sinon, quand on travaille en mode projet, en équipe et tout ça, on va plutôt utiliser donc le serveur Waypoint, donc centralisé, on va dire, qui va permettre justement de faciliter la collaboration entre différents membres d'une équipe et de pouvoir surtout aussi avoir une visualisation de toutes les opérations qui se passent au niveau de Waypoint, notamment aussi consulter les logs, etc. Donc pour ce serveur installé de manière centralisée, soit vous le faites sur votre infrastructure ou chez votre cloud provider, donc ça, il y a un package pour ça. Soit vous pouvez utiliser aussi la plateforme cloud de HashiCorp, donc HashiCorp Cloud Platform, qui en fait propose l'ensemble des services HashiCorp en mode managé sur le cloud. Donc, par exemple, il y a une brique Waypoint sur HCP, tout comme il y a une brique Vault, Consult, etc. Voilà pour la partie serveur, donc on la verra tout à l'heure. Et puis, bah, on va revenir un peu à notre sujet. Donc, moi, ce qui m'intéressait, donc, c'est de construire un PaaS, donc, par exemple, au-dessus de Kubernetes. Waypoint, c'est déjà un bon début, mais après, c'était pas suffisant. Donc, j'ai ajouté un deuxième ingrédient, ce sont les actions GitHub. Les actions GitHub, pour ceux qui connaissent, c'est une manière de configurer un workflow de type CI/CD à travers finalement un fichier YAML qui va être donc lié à votre repository de code. Et dès qu'un événement va surgir sur votre repository, eh bien cet événement peut potentiellement, ça c'est à vous de le paramétrer dans votre workflow, cet événement va potentiellement donc déclencher l'exécution de certaines tâches. Ces tâches-là, justement, ce sont ces tâches automatisées du coup, qui vont justement permettre de faire un certain nombre de choses au niveau de votre code et notamment de pouvoir publier l'application en conjonction avec Waypoint. Donc on va voir à quoi ça ressemble juste après. Donc en fait, j'ai tout simplement automatisé comment dire, la manipulation, l'interaction avec Waypoint dans en fait des actions GitHub. Alors c'est l'heure de la démo. Donc voilà, je vous la présente ici schématiquement et après on va basculer sur du code et sur le navigateur pour voir un peu comment ça se passe. Donc je vous l'ai dit à l'instant, donc là, imaginons je suis complètement à gauche ici, donc je suis développeur. Évidemment, à un moment donné, l'idée, je vous dis dans le pass, on pousse du code vers le pass et après derrière ça déploie de façon transparente. Alors, tout simplement ici, je fais un commit, imaginons, c'est mon code, ma fonction que je viens de mettre à jour ou de développer. Ensuite, donc ça va aller dans GitHub. Je vous dis dans GitHub, bah, justement sur le push, par exemple, sur la branche, sur le push d'une branche, et ben, ça va déclencher mes fameuses actions GitHub. Et ces fameuses actions GitHub, là aussi, je l'ai dit juste avant, c'est elles qui vont finalement automatiser l'interaction avec Waypoint qui va s'occuper en fait de faire le build, le deploy et le release sur justement mon cluster Kubernetes ici, alors qui peut être où vous voulez, ça peut être dans vos locaux, ou ça peut être chez un cloud provider, Azure, AWS ou Google Cloud, on l'a déjà cité tout à l'heure.
Voilà, à partir du moment où vous avez un cluster Kubernetes, ce qu'on est en train de montrer là fonctionne. Donc tout ça aussi discute en même temps avec, je vous l'ai dit, avec le serveur Waypoint ici que j'ai mis dans HCP, hein, tout simplement, pour avoir notamment, une visu sur les déploiements, les releases et cetera et cetera. Et puis vous avez Docker Hub ici, qui sert de registre pour aller récupérer donc les images qui sont fabriquées lors de la phase de build. Si Docker Hub n'est pas votre registre, standard, vous pouvez bien sûr utiliser une registre privée, peu importe. En tout cas, juste, il faut un registre Docker, bien évidemment, pour que ça fonctionne. Voilà pour ça. Alors, je vais sortir ici de la présentation. Combien de temps il nous reste? On a encore du temps, hein. On a jusqu'à -10 ou jusqu'à 14h, Louis? On est là jusqu'à 14h. 14h, donc c'est bon, Après, on peut on a dépasser largement le aussi, temps. mais Voilà. Alors ici, voilà, j'ai le code source de mon pass que vous retrouverez dans le dépôt GitHub qu'on communiquera donc, à la fin de la session. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit mon application. Donc c'est tout simplement une application 2048. Vous savez, c'est le jeu là, que pas mal de gens avaient sur leur téléphone à un moment donné. Je ne sais pas s'ils y jouent encore, on a certainement dû passer à d'autres choses. Donc voilà, juste pour avoir une application simple, hein, c'est pas l'application en elle-même qui est intéressante, c'est la manière dont on va la déployer. Donc j'ai mon code ici dans le répertoire app. Ici, j'ai un répertoire Terraform que j'ai utilisé moi juste pour provisionner, toute la partie, Kubernetes, sur Azure. J'ai pris Azure, mais je vous le dis encore, ça peut marcher ailleurs. Alors, je vous le dis, mais c'est pas non plus ce qui nous intéresse. Ça, c'est simplement si vous voulez utiliser le repo chez vous, vous pouvez, prendre ce script Terraform et si vous avez aussi une souscription Azure, pourquoi pas le jouer dessus? Si vous pouvez, créer un cluster Kubernetes d'une autre manière, c'est pas un souci. En tout cas, voilà, ça, j'ai fait ça, mais bon, globalement, il faut comprendre ici, c'est pas, forcément, à la charge du développeur de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Lui, encore une fois, il ne voit que du pass, hein, donc c'est-à-dire que son idée à lui, c'est: j'ai du code et je le pousse sur ma plateforme PaaS. Donc j'ai pas derrière à devoir, justement me soucier, est-ce que c'est du Kubernetes ou un autre truc, un machin? Non. J'ai un Dockerfile ici. Voilà, j'ai choisi Docker, comme standard de déploiement. Donc Dockerfile très simple de 3 lignes là ici, qui permet simplement de faire une image, de mon site web statique ici en application 2048. Là, j'ai un PowerShell qui me permet juste de créer une identité dans Azure qui me sert en fait tout simplement, à donner en fait des droits pour me connecter, à la plateforme Azure. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mandatory dans ce qui nous concerne, quand on parle de pass, mais comme là, j'étais dans Azure, il fallait que je puisse créer ça parce que je vais m'en servir au niveau de mon GitHub Action, pour, me connecter à Azure. Alors une fois qu'on a dit ça, on a mon action ici, mes actions GitHub, donc on voit à chaque fois que j'ai un push sur la branche main, par exemple, ou une pull request, ça marcherait aussi. Eh bien, en fait, je vais, faire, donc un job ici qui va finalement appeler la commande, in fine, la commande waypoint up, donc qui va faire donc le build, le deploy et le release. Avant ça, il va y avoir un certain nombre d'étapes, donc voilà, par exemple ici, c'est là qu'on va utiliser donc l'identité Azure pour pouvoir me connecter à Azure. Parce que, par exemple, ici, je vais, me connecter à Azure pour, en fait, tout simplement, me mettre en connexion avec mon cluster Kubernetes. Donc encore une fois, ça, c'est juste dans mon exemple à moi, mais si vous deviez le faire dans un autre type de cluster, il suffirait simplement d'adapter cette partie-là. Il y aurait peut-être autre chose à créer que ce que moi j'ai fait, en termes de prérequis. Donc ça, c'est une partie qui peut être adaptable. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste le principe, hein, la façon dont c'est construit et comprendre les étapes. Donc ici, pareil, donc j'installe kubectl par exemple. Ici, j'installe Waypoint. Ça, par contre, c'est important. Ça, c'est quelque chose absolument, comment dire, inflexible. On en a besoin. Ici, je crée ce qu'on appelle un contexte. Donc un contexte, dans Waypoint, c'est simplement, en fait, je vais créer un lien entre Waypoint, mon client Waypoint et mon serveur Waypoint, tout simplement. Donc là, voilà. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, je fais une initialisation, avec Waypoint. Donc c'est ce qui me permet donc d'initialiser mon projet Waypoint. Et ensuite, je fais un up pour justement donc, exécuter le workflow en 3 phases, comme on l'a déjà dit, le build, le deploy et le release. Voilà. Ici, vous voyez que dans le fichier, il y a un certain nombre de comment dire, de syntaxe un peu étrange, là, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, ici, par exemple, j'utilise cette syntaxe, hein.
qui récupère en fait des secrets ou des variables dans, mon repo GitHub. En fait, mon repo GitHub est paramétré de telle manière à rendre, comment dire, les secrets, à les rendre à les protéger en fait, hein. C'est-à-dire qu'ici, là, vous voyez, dans la partie, comment dire, secret and variable, ici, voilà, j'ai tout un tas de secrets ou de variables qui sont déclarés ici. Donc c'est simplement pour ne pas les mettre en dur, hein, déjà, au niveau de mon fichier ici, parce que ça serait un trou de sécurité puisque ce fichier-là, en l'occurrence, se retrouve dans votre dépôt GitHub, hein, je l'ai dit, il est lié à votre dépôt. Donc évidemment, tout ce qui est information sensible ou des variables qui peuvent éventuellement, bouger en fonction de l'environnement, on va les externaliser et les protéger lorsque c'est nécessaire. Donc c'est tout ce que vous voyez là, hein, ça c'est de la lecture de secrets ou de variables, donc au niveau de GitHub. Voilà pour tout ça, donc vous voyez, c'est un fichier qui fait, que là pour l'instant 80 lignes, même moins puisque si je retire les commentaires, ici, donc c'est un fichier qui est assez court. Encore une fois, éventuellement à adapter, hein, si vous construisez un PaaS par exemple au-dessus, je sais pas, d'un cluster Kubernetes dans AWS, bon bah, vous n'aurez pas des connexions à Azure et tout ça. Il faudra adapter évidemment cette trame-là, mais dans l'idée, c'est ça. Alors ensuite, j'ai mon fichier webpoint.html. Ah oui, j'en ai besoin de ce fichier-là parce que si je veux pouvoir publier, il va falloir que j'explique comment ça se passe. Eh bien, ça se passe de la manière suivante. Ici, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver surtout ici un bloc app avec les 3 phases donc du workflow, donc le build. Donc ici, j'utilise Docker, voilà, en donnant un nom à mon image et un tag. Et puis je vais donner aussi, donc ça, ce sont des variables qu'on va aussi récupérer au niveau de GitHub, hein, au moment de l'exécution. Des variables qui sont par exemple le username et le password pour pouvoir me connecter à mon registre Docker, parce qu'autrement, sinon je ne pourrais pas me connecter. Mais encore une fois, remarquez que c'est pas inscrit en dur, donc c'est variabilisé de manière à ne rien laisser apparaître donc dans le code qu'on pousse sur le repo. Ici, par exemple, dans le deploy, je vais dire voilà, utilise Kubernetes, bien évidemment, puisqu'on est sur Kubernetes, et je peux éventuellement aussi, par exemple, ici définir une sonde qui va me permettre, par exemple, de déterminer si mon service il est up ou pas. Et puis dans la partie release ici, par exemple, je vais dire, bah voilà, comme l'a dit tout à l'heure, je vais exposer mon service sur le port 3000 et c'est tout. Donc là, on a à peu près, alors bon, il y a aussi quelques commentaires et des lignes de sauter, mais disons que ça excède pas plus, voilà, plus d'une trentaine de lignes. Donc c'est pour ça que je vous disais, faire un pass en moins de 100 lignes ou proche de 100 lignes, eh bien ça tient sur ces 2 fichiers-là. Donc ce fichier YAML, qui décrit, donc le workflow, exécuté pour automatiser la publication. Et puis ici, la publication à proprement parler qui est, définie dans le fichier webpoint.html. Donc en combinant les 2, voilà, j'ai déjà une première expérience pass. Alors je dis bien une première parce qu'on le verra tout à l'heure, c'est pas encore complet parce que vous allez me dire: «Bah ouais, mais en fait, il nous dit il faut pas, comment dire, se soucier de créer des manifestes Kubernetes, donc d'écrire ces fichiers YAML un peu complexes». D'un autre côté, on se retrouve à manipuler, des fichiers YAML, pour décrire un job avec GitHub Action ou à manipuler un fichier webpoint.html pour définir en fait comment, on déploie l'application. Alors, il faut déjà savoir que l'idée, quand j'aurai, continué sur ce projet-là, d'ici quelques semaines et quelques mois, c'est de rendre ça aussi transparent. C'est-à-dire que le fichier webpoint.html finalement, sera remplacé par un fichier projet, hein, au sein de votre application. Ce sera par exemple aussi un fichier YAML, on va dire, ou un fichier JSON qui permettra de définir certains paramètres du projet, de l'application. Donc par exemple, le nombre de réplicas, des règles, par exemple, voilà, de mise à l'échelle et tout ça. Donc ça se fera en un second temps. Donc c'est pareil, du coup, le fichier point.html sera généré dynamiquement par justement, le workflow GitHub Action. C'est-à-dire qu'on n'aura plus nous forcément à le gérer là. C'est-à-dire que pour là aussi le développeur, ça deviendra transparent. Donc on va aller plus loin, hein, donc bien sûr dans la démarche. Et puis ce fichier, YAML aussi, de toute façon, normalement, on n'y touche pas. Donc, il pourrait rester là. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, normalement, le développeur n'a pas à se soucier de ce qu'il y a dedans et s'il faut le modifier ou non, normalement, il n'y touche pas. Sauf que bon, s'il est là à disposition, du développeur, il y a toutes les chances, pour qu'il y touche ou que, en tout cas, exprès ou pas exprès, voilà, et que ça génère des erreurs derrière. Donc l'idée aussi, dans un second temps, c'est que ce fichier-là ne sera plus visible non plus. En fait, on publiera le code, on va dire sur une façade, sur un proxy,
Le proxy, lui, derrière, il se chargera justement de récupérer le code et il poussera sur le GitHub qui, lui, aura tout effectivement, donc le fichier YAML. Et puis, je vous dis, dans ce workflow-là, en fonction des paramètres du projet, sera capable aussi de construire un fichier waypoint.html qui correspond justement à notre application et par exemple au nombre de réplicas, au type de sonde qu'on veut lier à l'application. Donc voilà, tout ça viendra après. Mais là, pour l'instant, on en est là. C'est déjà pas mal parce en écrivant ça, on a, je vous l'ai dit, beaucoup moins de lignes de code, hein, donc c'est toujours mieux que de faire un fichier de déploiement de Kubernetes, un fichier de service, un package L, tout ça, donc c'est nettement plus court. Donc déjà là, à ce stade-là, on a augmenté la productivité, on a amélioré l'expérience et on ira plus loin par la suite. Alors une fois qu'on a dit ça, l'idée par exemple, c'est de vous dire, voilà, on va se mettre dans le cadre voilà, d'un travail quotidien. Donc, par exemple, ici, le client me dit, bah tiens, j'aimerais bien que tu me changes le titre de l'application. OK. Donc là, on va aller ici. Voilà, que de messages insultants. Voilà. Ici, par exemple, changer le titre, eh bien, donc l'application, je sais pas là, j'ai vu sous la montrer, l'état dans lequel elle est, c'est ça. Donc voilà, 2048 démo. Eh bien, on va mettre autre chose. Le client me dit, bah tiens, tu vas mettre 2048 commit. OK, donc on va changer ça ici. Voilà. Bon, pas grand-chose. L'idée simplement, c'est de vous montrer ce qui va se passer par la suite. Donc là, je vais simplement, hein, on va dire, le travail habituel, hein, du développeur, hein, qui travaille avec Git. Donc Git, il va rajouter donc à l'index son fichier index.html, donc qui est dans le répertoire app ici. Voilà. Je vais vérifier donc le statut de mon index quand même. Très bien, il est là. Donc je fais mon commit. Maintenant, je le prépare avec un commentaire. Donc mise à jour du fichier index.html ou .title. Hop. Voilà. Ça, c'est mon commit, impeccable. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à pousser mon code vers GitHub. Et là, vous allez voir, donc le push du code vers GitHub va déclencher le workflow GitHub Actions. Et dans ce workflow, on va avoir donc toute la machinerie, toute la mécanique avec Waypoint qui va se mettre en place et qui va déployer l'application sur Kubernetes. Alors Kubernetes, justement, puisqu'on en parle, on va faire un petit tour sur le cluster. Ici, voici mon cluster, donc dans Azure. Voilà, donc ici, par exemple, j'ai mes services. Donc on voit qu'il y a pour l'instant que des composants liés à l'installation de Kubernetes. Donc il n'y a pas mon application encore à l'heure actuelle. On peut vérifier dans les workloads ici, c'est pareil. On n'a que des workloads spécifiques, hein, donc c'est vraiment des workloads système. Donc de mon cluster Kubernetes, je n'ai pas de déploiement lié à mon application. D'accord. Donc une fois qu'on a dit ça, je vais aussi vous montrer, tant que j'y suis, donc mon serveur Waypoint, donc que je vous ai dit, qui est sous donc la plateforme cloud HashiCorp. Et là, on voit qu'actuellement, je n'ai aucun déploiement, en tout cas pas actif. Donc il y en a qui ont été détruits ici, hein, qu'on peut voir, hein, sur des expériences précédentes. Au niveau des builds, il y en a aussi pas mal qui ont été faites. Donc voilà, tout ça dans le serveur Waypoint, on peut le voir, on peut avoir un historique de tout ce qui s'est passé. Donc c'est très important pour pouvoir notamment suivre ce qui se passe et surtout en cas de problème, pouvoir comprendre ce qui n'a pas fonctionné correctement. Et puis là aussi, vous avez les releases, hein, qui sont accessibles ici en termes d'informations. Donc voilà. Alors, si je retourne ici, par exemple, et que je pousse mon code sous GitHub, donc je vais faire un git push donc, origine, donc ça c'est mon git remote, hein, donc c'est mon dépôt GitHub distant, sur la branche main, voilà, tout simplement, entrée, voilà, c'est poussé. Et là, on va aller se rendre sous GitHub, juste ici. Voilà, je vais retourner sur l'onglet Action. Et là, vous voyez, il vient de me lancer un workflow donc, qui correspond donc, au commit que je viens de faire. Hein, update add title. Donc là, ce workflow va prendre allez, 1 à 2 minutes pour le déploiement.
Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est pareil, c'est que si on clique sur, par exemple, je vais prendre un qui s'est terminé déjà. Si on prend par exemple ici, ce workflow, eh bien en cliquant, on voit toutes les étapes qui ont été exécutées, ce qui s'est passé, ici. Donc publication avec waypoint par exemple, voilà, je vois tout ce qu'il a fait, le init, il a fait son build, il a fait son deploy, il a fait le release. Donc là, pareil, tout ça, je peux le suivre derrière, hein, pour voir s'il y a eu des soucis ou pas. Donc là, on va s'intéresser, au workflow qui est en train de s'exécuter. Donc là, c'est pareil, je peux cliquer dessus. Donc voilà, donc c'est le même workflow, hein, c'est le workflow qui permet de publier l'application, mais c'est une nouvelle instance, bien évidemment, qui va se charger donc de déployer la mise à jour de mon application. Donc, mise à jour qui consiste simplement ici à changer le titre. Donc là, bien sûr, tant que c'est pas terminé, au niveau de mon cluster, hein, il y a rien de plus, hein. Ici, il y a pas de changement, il y a pas de nouveau service, pas de nouveau workload. Il faut attendre que le workflow GitHub ait complètement fini son job pour pouvoir voir quelque chose au niveau de mon cluster. Donc là, ici, on peut aller voir ce qui se passe, hop, plus à l'intérieur. Donc là, vous voyez, il est déjà en train de publier avec Waypoint. Donc voilà, tac. Vous voyez, c'est complètement automatisé, donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est reproductible, hein, c'est une manière d'éviter les erreurs liées aux manipulations manuelles. Voilà, donc là, on est à la fin, donc le déploiement est en train de se terminer. Voilà, tac, ça avance. Là, il attend que la partie service, donc ça, c'est vraiment la partie service ici, c'est la partie release, hein. C'est qu'on va exposer publiquement, voilà, notre service. Là, il nous dit: «Le service est prêt». Voilà, ici, après, il y a juste un petit close, un clean-up à la fin et voilà. Donc là, le job, déjà, vous pouvez voir, c'est passé sans encombre. Donc on a réussi la publication de l'application. Vous voyez qu'à aucun moment, j'ai été obligé de créer des fichiers de déploiement, des fichiers, voilà, manifeste Kubernetes même ou autre chose si on n'était pas dans Kubernetes. Ça repose simplement sur mon workflow GitHub et mon fichier waypoint.hcl pour la publication dans l'application. Et encore une fois, je vous ai dit, hein, une fois que ces fichiers ont été mis au point, on va dire, vous n'y touchez plus. C'est-à-dire que là, on m'a demandé de faire une mise à jour. Bon, bah, j'ai fait une mise à jour de mon code. J'ai pas été derrière modifier mon fichier de workflow GitHub ou mon fichier waypoint.hcl pour faire le taf. Non. C'est pour ça, c'est l'idée derrière, c'est à un moment donné, c'est de supprimer complètement ces fichiers-là, de les rendre complètement transparents, pour éviter par contre qu'on soit tenté de les modifier manuellement et que l'on fasse des erreurs. Et là, une fois qu'on aura réussi à les enlever complètement, à les rendre transparents pour le développeur, on aura effectivement un pass, une expérience pass complète. Donc là, on est encore sur un pass minimaliste, mais on est quand même sur une expérience pass intéressante. Voilà, donc allons voir maintenant ce qui se passe au niveau du cluster Kubernetes. Donc là, je retourne ici. On va peut-être juste faire un petit refresh là pour voir. Voilà, donc là, vous voyez, maintenant j'ai mon application 2048 qui est déployée. D'ailleurs, ça, on peut le retrouver ici. Voilà, c'est apparu là. Donc là, c'est pareil, on peut aller regarder un certain nombre d'infos ici, hein. Donc, vous voyez, des choses qu'on retrouve. On retrouve ici d'ailleurs le même type de sortie que celle qu'on a dans le workflow ici GitHub. Au moment de la publication, on avait voilà, des sorties, hein, assez verbeuses qui nous indiquent comment se déroule le déploiement. Voilà, donc on retrouve ça ici. Sur la partie build, bien évidemment, bah, on a notre build version 6, voilà aussi qui est évidemment accompli avec succès. Et puis sur la partie release, voilà, on a notre version 6 ici, donc cette release, cette nouvelle release qui apparaît ici, donc dans les logs. Donc pareil, même chose, c'est ce qu'on retrouve dans la partie GitHub. Et ce qui est intéressant de par ici aussi, là, vous voyez, c'est qu'on a à chaque fois, pour le déploiement ou pour la release, on a le nom de la ressource, hein, le type qui est créé. Donc là, il s'agit d'un service Kubernetes. Pour le déploiement, c'est pareil, normalement, on devrait avoir ici, vous voyez, déploiement et pod, hein. Donc on a des ressources qui sont automatiquement générées par Waypoint pour justement rendre ça compatible avec Kubernetes. Si on regarde ce qui se passe par exemple au niveau du service, voilà, ici si on clique dessus, eh bien on a même voilà le détail en fait, la description de ce service-là. Donc ça, c'est-à-dire c'est
C'est ce qu'on a d'ailleurs quand on interroge Kubernetes après justement un déploiement ou après la création d'un service. On a des commandes pour pouvoir décrire justement l'état d'un déploiement d'un service et on a souvent des sorties comme ça en JSON. Et donc ça correspond à votre service. Donc là, on voit typiquement, si on parcourt un peu le fichier, la sortie, on voit par exemple voilà, qu'il est sur. Alors attendez, je suis en train de récupérer l'adresse IP, que je ne me trompe pas, ça c'est la. Voilà. L'adresse IP sur le load balancer, c'est celle-ci. C'est la 20.31.102.230. Et on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, on a choisi le port 3000 pour accéder à l'appli. Donc là, du coup, si je tape ici, non, c'est pas ça, j'ai mal copié. Hop, j'y retourne. Tac, je recopie mon IP, 20.31.102.230. Voilà, ici, normalement sur le port 3000, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, vous voyez, j'ai mon application avec le titre demandé 2048 Comet, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer comme résultat. Donc encore une fois, donc on part vraiment dans une aventure de type PaaS. On se concentre uniquement sur le code. Et une fois qu'on a mis au point notre fonction, notre développement, on a juste à le pousser. Donc là, on le pousse avec Git, avec un simple Git push. Et derrière, c'est toute la machinerie avec GitHub Action et Waypoint qui prend le relais et qui s'occupe de faire finalement la publication de l'application sur Kubernetes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place, par exemple, dans vos projets. Alors aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu tôt parce que ça nécessite aussi que le produit, alors pas GitHub Action, mais que Waypoint rentre dans les mœurs chez les clients. Mais je vous invite justement à évangéliser autour de cette solution qui est très, très importante et très prometteuse parce que vraiment, ça vous enlèvera plein de problématiques. Moi, je l'ai vécu personnellement. Kubernetes, quand c'est arrivé, c'est super, c'est génial, tout ça. Sauf qu'après, on s'est aperçu qu'on est obligé de faire plein de choses en dehors du développement de l'application pour pouvoir déployer. Et encore une fois, je ne prends l'exemple que de Kubernetes. Il y a plein d'autres types d'infrastructures qui, elles aussi, ont évidemment nécessitent des prérequis avant de pouvoir déployer. Et Waypoint, en fait, apporte une solution à tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la solution par excellence qui permet de faire l'abstraction de toutes ces infrastructures et qui permet aussi de builder finalement n'importe quel type de framework ou de langage. Ça, on a un peu moins insisté dessus, mais c'est important. Là, on utilisait Docker, donc effectivement, ce Docker, c'est simple, il suffit de mettre un Dockerfile et après, le build se fait le job. Mais encore une fois, il y a plein de builders, je vous invite à regarder dans la doc HashiCorp, il y a plein de builders qui permettent de build des applications sans passer par Docker. On aurait très bien pu, avec un projet Java, builder un jar comme ça, ou builder une application .NET, si on a commencé voilà, avec le .NET Framework en C# par exemple. Là aussi, Docker n'est pas nécessairement obligatoire. Là, bien évidemment, on est passé par Docker parce que notre cible, in fine, c'est Kubernetes, qu'on a besoin justement de passer par des images Docker pour pouvoir déployer. Mais tout ce que je vous ai exposé là, finalement, cette approche PaaS, elle pourrait être généralisée à n'importe quel type de problématique. Voilà, moi j'ai choisi donc de faire un PaaS au-dessus de Kubernetes. Et donc du coup, bien sûr, il faut qu'on puisse builder avec Docker. Voilà pour ça, donc je vais repasser sur la présentation pour conclure. J'espère que ça aura été assez clair pour vous. Donc les prochaines étapes, comme je vous l'ai dit, c'est déjà de créer une ligne de commande pour, par exemple, interagir avec ma plateforme PaaS, donc avoir des lignes de commande avec des commandes type create, build, deploy, release pour pouvoir justement créer un projet, que ça vous mette voilà tous les fichiers, tous les fichiers, tout le bootstrap en fait du projet, tous les fichiers nécessaires pour faire un projet avec cette plateforme PaaS custom. Ajouter un projet de configuration de l'application, et c'est plutôt ce projet de configuration qui sera digéré ensuite pour, par exemple, générer un fichier Waypoint en sortie, qui sera utilisé donc en coulisses pour pouvoir faire la publication. C'est d'avoir justement, par exemple, une action GitHub qui permet de convertir ce projet de configuration justement avec en fichier waypoint.html qui, et à ce moment-là, comment dire, contiendra les règles de scaling, de mise à l'échelle, la déclaration des sons de santé, etc., etc. Donc on dit encore une fois,
on finira par rendre le fichier Waypoint complètement transparent. Et puis par la même occasion aussi, ne plus faire apparaître le fichier GitHub Action qui décrit le workflow, de manière aussi à éviter qu'un développeur puisse interagir dessus et casser toute la belle mécanique qu'on a mis en place. Ici, vous avez quelques ressources utiles. Donc, bien sûr, la doc de Waypoint pour ceux que ça intéresserait de près après cette conférence. De la doc sur les actions GitHub. Là aussi, je vous invite à aller vers cet outil-là si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment très bien. C'est un excellent outil pour décrire de manière codifiée justement un workflow de type CI/CD. Un peu de doc sur le cluster Kubernetes avec AKS que j'ai créé. Voilà, ça vous montrera comment ça fonctionne, d'ailleurs comment on crée avec Terraform, comme je l'ai fait moi. Et puis mon dépôt GitHub justement qui contient le code source de la démo, donc waypoint-pass-démo. Donc je ne sais pas si Louis, s'il y a des questions. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre temps et votre écoute, et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle session. Merci beaucoup, Cédric. Effectivement, on a une question de Achille. Alors, Achille aussi, avec qui on avait fait un webinaire en mars sur Terraform. Donc, ça fait plaisir de te voir parmi les inscrits, les participants. Alors, la question, c'est comment est-ce que tu as réalisé les schémas? Avec quel outil? En fait, le schéma de ta démo dans la slide 15. La slide 15, Ouais, je ah pense bah, que c'est par rapport à ça. c'est du PowerPoint, hein, tout simplement. Juste comme ça. Ouais, j'en fais pas mal après en dehors avec Excalibro pour étendre la discussion. Donc, Excalibro, hein, ça se trouve là. J'aurais pu le faire avec ça, mais là, c'est du pur PowerPoint, hein, ni plus ni moins. Excalibro, c'est là. Excalibro.com. Ça, c'est sympa. Ouais. Par exemple, ça, c'est des schémas que j'ai pu faire pour un projet client. Voilà. Bon, ça, c'est simple. C'est que des petites boîtes là, comme ça. J'en ai d'autres quelque part. Là, je ne sais plus où ils sont. Mais bon, voilà, c'est des outils que j'utilise couramment. Donc, soit Excalibro, soit des fois le PowerPoint. Vous voyez, c'est juste des boîtes. Si j'arrive à les attraper, voilà. Des boîtes PowerPoint, des icônes, tout simplement. Ni plus ni moins. Parfait. J'espère que ça a répondu à ta question, Achille. N'hésite pas à nous dire si tu fais référence à autre chose. Et moi aussi, j'avais une question. Donc, tu disais à un moment que c'est pas encore entré dans les mœurs la solution Waypoint. Combien de temps tu penses qu'il pourrait y avoir entre maintenant où justement c'est pas encore le cas et où ça commencera à être un peu plus adapté par les clients? Alors effectivement, c'est encore une solution qui est jeune, hein, donc c'est tous les produits ou comme tout ce que voilà, on est amené à manipuler, hein. Kubernetes d'ailleurs étant un exemple aussi, hein, donc je pense qu'il faut attendre encore. Allez, après je veux pas m'avancer, hein, je veux pas casser le plan de l'éditeur, mais moi je dirais qu'en tout cas, nous concernant, je ne vais pas parler au nom de tous les clients, toutes les entreprises, ça dépend un peu de leur façon de fonctionner, leur degré d'adoption de nouvelles technologies. Je sais que nous, avec des clients comme ceux qu'on a, où les choses peuvent bouger parfois assez faiblement, bon, je pense qu'il faudra encore peut-être 2 bonnes années avant que ça rentre. Mais je parle encore une fois de mon expérience propre chez Cap et du type de client qu'on adresse. Mhm. Après, demain, on va aller voir une startup machin, ils vont dire c'est génial, on fonce, on prend le truc tout de suite. Voilà, si les amis ils ont besoin de développer. Par exemple, aujourd'hui, je crois il y a si je me souviens bien, il y a un gars qui a fait une conférence un peu similaire à la mienne, qui m'a beaucoup inspiré. Je crois qu'il est de chez Citrix, si je ne dis pas de bêtises. Sa conférence, elle est sur YouTube. Voilà, donc chez Citrix, ils ont fait un pass avec Waypoint, justement. Je ne sais pas si tu utilises GitHub. GitHub, c'est un truc que moi, j'ai rajouté derrière. La solution s'appelle Waypass, W-A-I-P-2-A-S, Waypass. Et c'est ce qu'ils utilisent voilà, en interne pour des projets, je ne sais pas trop lesquels, chez Citrix. Donc, il y a déjà en tout cas, des grosses boutiques, même, qui l'ont déjà adopté. Mhm. Ok, ça Après, je vais marche. pas Donc vous ça mentir, dépend. je vais pas vous dire demain, vous arrivez chez le client, vous dites il y a ça, il va vous dire ouais, ok, on prend machin. C'est comme Terraform. Moi qui suis vraiment un aficionados des produits HashiCorp, Terraform, je l'ai pas vu tout de suite pénétrer chez les clients. Voilà, c'est normal. Tous les produits, hein, que ce soit les leurs ou ceux d'autres éditeurs, de toute façon, il faut toujours un certain temps. Voilà, c'est comme plein de choses, hein.
Parfait. Bah, Kubernetes, merci c'est pas beaucoup une à ta les réponse. entreprises Kubernetes, au début, ils disent: «Oh là, attention, c'est encore un peu jeune, machin, on n'est pas prêt, les gars sont pas formés», Mhm. voilà. Puis maintenant, quasiment, ils voudraient en faire à toutes les sauces. On est dans l'extrême inverse quasiment. Ok, ouais, parfait. Bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde encore dans l'onglet questions, dans le chat. Non, je pense que c'est tout. Donc, si tu avais un petit mot de la fin, Cédric. Écoutez, un petit mot de la fin, encore une fois, je vous ai dit merci à tous, donc je vous le redis encore. C'était vraiment, sympa, de venir écouter la conférence. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à faire des retours, vers Comet, pour vous dire, voilà, pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous auriez aimé voir plus. J'espère que je reviendrai justement d'ici quelques temps, pour continuer à parler de ce projet-là justement avec, bah, voilà, les next steps que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc je vous ai dit, hein, pouvoir, dissimuler, certaines choses encore plus pour avoir une expérience pass, s définitive à 100. Donc voilà, peut-être que l'occasion de revenir un peu plus tard, présenter ce projet-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste un projet pour faire de la conférence, pour faire des démos. C'est vraiment un projet qui a été, pensé pour résoudre une problématique, notamment, celle qu'on peut rencontrer, vis-à-vis de Kubernetes lorsqu'il faut déployer, hein. Donc voilà, donc c'est certainement quelque chose que je serai amené, à rediscuter et à reparler avec vous, prochainement, donc chez Comet, hein, si je suis le bienvenu, bien entendu, Louis, Ça sera avec pour grand reparler de plaisir. ça. Voilà. Avec grand plaisir. Ouais, effectivement, du coup, ce webinaire marque la fin des webinaires pendant l'été. Du coup, là, il y a pas mal de gens qui vont partir en vacances. Donc, si vous partez en vacances, bonnes vacances à vous. Excellent été à vous. Et je pense que dès la rentrée, on va attaquer fort avec des nouveaux webinaires. Voilà, puis il faut faire les devoirs de vacances pendant l'été, donc justement, aller lire la doc de Waypoint, si on sait pas quoi découvrir comme nouveau produit, ce serait une bonne chose. Toujours très utile. Parfait. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup à tous les participants et bon, et aussi à toi, Cédric. Et puis, on se revoit très vite. Merci Louis. À la Merci à prochaine. tous. Bye bye. Salut.